Il est 3 heures du matin, un réveil en sueur, le souffle court. On pourrait vraiment croire à une simple angoisse nocturne. Ah oui, l'angoisse classique. Exactement. Mais, et si c'était en fait l'œuvre des fameux seigneurs de la trouille? Parce que cette sensation d'égarement total, c'est exactement ce qu'on a ressenti en préparant notre article sur Méandre. Le jeu édité par Perte et Fracas, oui. Ouais, bon, décortiquons un peu tout ça parce qu'il y a un contraste assez fascinant à explorer aujourd'hui. On nous promet une plongée dans les méandres d'un cauchemar, mais on se retrouve face à un pur casse-tête abstrait. C'est vrai que la première bouchée surprend fortement. C'est un peu comme croquer à pleines dents dans un gâteau d'Halloween tout fluo et réaliser que la part a le goût super amer et hyper complexe d'un café noir très serré. C'est une excellente métaphore. D'ailleurs, quand on a compilé nos notes pour rédiger notre article, ce grand écart entre la promesse éditoriale et la réalité de l'expérience, ça nous a tout de suite frappé. Ah, carrément. On s'installe à la table en s'attendant à frissonner face à des monstres, et finalement, on frissonne surtout d'efforts intellectuels face à l'exigence du plateau. Ah, ça oui, le cerveau chauffe. Et le décalage commence dès l'ouverture de la boîte, en fait. Vu le thème, je m'attendais personnellement à une ambiance glauque. Genre un peu terreuse, voilà. Voilà, façon labyrinthe de Pan. Et là, bam, une explosion chromatique. On se croirait presque dans une partie du jeu vidéo Splatoon. C'est clair, faut vraiment visualiser le matériel. On a des dizaines de cartes superbes, magnifiquement illustrées par Adrien Guillen, avec des couleurs vives qui saturent complètement la rétine. C'est magnifique mais surprenant. Et puis, il y a cette bonne centaine de minuscules meeples, ces fameux petits pions qu'on appelle ici des rejetons. J'étais d'ailleurs un peu frustrée par ça pendant nos tests. Comme on l'a souligné dans notre article, ces petits bonhommes glissent constamment des doigts. C'est un vrai défi. Sans compter qu'au milieu de ce feu d'artifice visuel trône le carnet de score, un bloc de papier quadrillé d'une austérité absolue. Le contraste est tellement brutal qu'on l'a comparé à un pingouin en cravate qui débarquerait à une soirée disco. C'est exactement ça. Mais du coup, est-ce qu'on n'est pas juste face au syndrome classique du thème purement cosmétique? C'est fort possible parce que le vocabulaire du jeu semble très artificiel. Le livret nous demande de dire songe au lieu de tuile ou danse pour parler d'un simple déplacement. Ça donne vraiment l'impression d'un costume qu'on aurait recousu à la hâte sur un lieu de maths, non? Ce qui est fascinant dans cette démarche, c'est la friction cognitive que ça génère. Les créateurs essayent de maintenir l'illusion du cauchemar par le langage, mais le cerveau, il s'adapte très vite à la réalité mécanique. Ouais, au bout de 10 minutes, on arrête de dire « je danse vers ce songe » pour juste dire « je déplace mon pion rouge sur la case bleue ». Voilà. La mécanique écrase le thème parce qu'elle requiert une concentration analytique énorme. Et quelle mécanique, hein. Sous le capot, c'est un moteur de Formule 1 ultra sensible. Le jeu affiche des parties de 45 minutes pour 1 à 4 joueurs dès 12 ans. Ça a l'air inoffensif. Sur le papier, oui. Mais en réalité, chaque mouvement est dicté par des séquences de couleurs extrêmement restrictives. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le jeu impose un enchevêtrement des conditions de victoire. C'est le cœur du problème. Il y a 5 manières distinctes de marquer des points, comme gérer une majorité ou maintenir une emprise, et la coexistence de ces 5 méthodes crée une véritable surchauffe mentale. On ne peut pas se focaliser sur une seule stratégie. Non, le joueur doit anticiper en permanence. Genre, si je me déplace pour prendre la majorité ici, je perds mon emprise sur la zone adjacente, ce qui détruit ma séquence de couleurs pour le tour suivant. Chaque petite action déclenche des répercussions mathématiques en chaîne. C'est pour ça que l'expérience m'a fait penser à la déclaration d'impôt d'un monstre de cauchemar. C'est froid, atrocement calculatoire et ça pardonne rien. Et c'est ce qui justifie pleinement la note de 3 étoiles sur 5 qu'on a fini par lui donner dans notre article. Loin d'être un mauvais titre, c'est juste un système d'optimisation chirurgicale. Ouais, en supprimant la quasi-totalité du hasard, on se rapproche de la rigueur des échecs. Ou d'un Rubik's Cube. Pour les joueurs très analytiques, c'est un terrain de jeu remarquable. D'ailleurs, le mode solo brille particulièrement grâce à son automa. L'adversaire virtuel géré par des cartes, ouais. Exactement. Face à un tel adversaire artificiel, ce puzzle purement cérébral prend tout son sens. C'est fou de voir à quel point l'emballage d'un système peut masquer sa véritable ingénierie. Que ce soit un jeu, une interface numérique ou du marketing, il faut souvent gratter le vernis bariolé. La clé, c'est vraiment d'accepter que le design esthétique et la structure mécanique sont 2 langages différents et qu'ils peuvent raconter des histoires opposées. Ce qui laisse une idée assez vertigineuse en suspens pour terminer. Si un univers visuel onirique et foisonnant peut nous cacher des mathématiques aussi implacables, jusqu'à quel point l'esthétique d'un objet influence-t-elle notre cerveau ?
C'est la vraie question. Est-ce que nos yeux nous conditionnent à sous-estimer la complexité d'un problème avant même d'avoir essayé de le résoudre? Une petite réflexion à garder en tête la prochaine fois qu'un réveil en sursaut survient au milieu de la nuit. Était-ce la terreur du cauchemar ou juste l'inconscient qui pédalait dans le vide pour résoudre une équation de couleurs?